Bienvenue dans ce nouvel Insta Live avec Mylène Bakia. Mylène Bakia qui est peintre, artiste peintre et muraliste, anciennement sportive de haut niveau. Et elle va nous raconter tout ça dès qu'elle sera en live avec nous. Coucou Mylène, je vois que tu as rejoint le live, je t'invite. Merci pour votre présence. Mylène est en train d'arriver sur le live. Hello! Salut, Comment vas-tu? ça va. Et toi? Super. Bon. Bon, c'est chouette, tu es dans le lieu dans lequel ce soir il y a un grand événement, n'est-ce pas? Ah non, je suis chez moi. Ah, ok, parce qu'il y a des jolies couleurs derrière et ça ressemble un peu à Yakinola. Ah oui, non, Je fais toujours une fresque dans mon salon, du coup, c'est ma fresque perso. Super. Bon, bah merci de nous en faire profiter du coup. Bon alors Mylène, merci d'avoir répondu présente pour mon invitation à venir parler de toi, de ton parcours et de tes trajectoires en Ouais. tant que personne qui a eu plusieurs expériences au cours de ta vie jusqu'ici, plusieurs expériences différentes. Et donc j'ai hâte qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur tout ça et de pouvoir en parler avec vous, personnes ici présentes en direct aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace de commentaires ou à rebondir si vous avez des choses à nous partager pendant ce live. Donc en introduction, avant que tu arrives, coucou PayPay. Je Salut. présentais en fait ton parcours un petit peu avec des petites étiquettes, on va dire, donc artiste peintre, muraliste et anciennement sportif de haut niveau, mais tu es aussi art thérapeute encore actuellement. Mhm. Du coup, bah voilà, c'était pour moi la petite introduction que je voulais faire, mais je vais te laisser développer sur tout ça parce que tu en parleras beaucoup mieux que moi. En tout cas, déjà, donc je tenais à vous dire que Mylène, moi, j'ai appris son existence grâce à Instagram. Donc voilà, comme quoi Instagram, ça fonctionne pour se faire connaître. Donc n'hésitez pas à mettre le paquet dessus pour gagner en visibilité. Et puis à partir du moment où tu as fait ton premier live, il Mm. y a eu une connexion entre nous. Et j'ai eu envie de te rencontrer et ça s'est fait parce qu'on habite toutes les deux au Pays Basque. Donc avec chance, on a pu se rencontrer et aujourd'hui, on se voit régulièrement et c'est à chaque fois un plaisir d'échanger avec toi. Euh, Encore Plaisir merci d'être partagé. là. Merci à toi. Et donc je répète aux personnes qui arrivent, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre de commentaires pour nous dire si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui. Et pour les personnes qui regarderont la vidéo en replay, vous pouvez aussi laisser des commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc on va être ensemble pendant 1 heure. Je vais juste vous expliquer avant qu'on commence les échanges avec Mylène ce que c'est Trajectoire et qui je suis. Donc moi je suis Julie Gamitia, accompagnatrice d'artistes depuis quelques années déjà et donc je les aide à diffuser leurs œuvres et leurs créations en conscience, donc en prenant en compte l'individu dans la manière de communiquer et de prospecter, on va dire, auprès des différentes cibles à aborder. J'aide des artistes de toute pratique et donc dans Trajectoire, vous découvrirez des parcours d'artistes divers et variés et j'organise aussi des interviews qui s'appellent Observatoire où là c'est plutôt un avis d'expert qui va être porté et qui va permettre de vous donner des conseils sur la manière de procéder pour bien vous implanter et bien développer votre activité artistique. Voilà pour ça. Aujourd'hui, trajectoire avec toi, Mylène. Donc,
On va commencer par une première question qui est est-ce que tu veux bien nous raconter qui était la petite Mulaine, pardon, et qui était Virginie finalement et quel était son rapport à la création artistique? La petite Virginie, c'était quelqu'un de très sensible, très, très discrète, très douce, euh, qui faisait pas de bruit et qui dessinait beaucoup. Je dessinais beaucoup. Ma mère m'a toujours dit qu'elle me laissait une feuille, enfin des feuilles bah tiens, ma mère réagit à ma story. Elle n'est pas connectée, mais au moment où j'en parle, C'est drôle. elle met un j'aime sur la story. Euh, oui, elle me laissait avec des feuilles et des feutres et je passais l'après-midi à colorier, à dessiner. Donc ça faisait vraiment partie de mon quotidien, même de mes journées, ouais, sur mes occupations principales. Euh, mais j'ai pas, c'est peut-être du fait de ma génération, j'ai pas, comment dire, à l'école, j'étais pas très bonne en lettres. Du coup, je me suis orientée vers une filière scientifique. Et à l'époque, on pouvait pas faire et les sciences et les arts. C'était plutôt réservé aux personnes littéraires. Du coup, j'ai opté pour un bac scientifique, alors que j'aurais bien souhaité option art plastique, mais c'était pas possible. Et puis, parallèlement, j'étais sportive de haut niveau depuis quelques années. Et donc, en fait, du fait de, comment dire, que l'éducation, l'école n'a pas répondu peut-être à mes envies, à mes demandes de cette jeunesse ou de cette adolescence, et que de l'autre côté, j'ai été très vite sélectionnée à haut niveau pour faire du sport. Ben, j'ai orienté ma carrière professionnelle vers le sport et non vers les arts. Ok. Les arts, dans tous les apparts que j'ai eus, j'avais toujours un coin où j'avais un atelier, je bricolais, je coloriais, et, ouais. Et entre mes deux carrières sportives, j'ai eu une carrière en volleyball puis en beach volley. J'ai passé 3 années à la fac à Toulouse. Donc j'ai une licence d'art plastique. J'ai fait aussi un peu d'art appliqué, mais voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Bah oui, oui, alors tu es allé vers la jeune adulte du Ouais, coup en un peu passant vite. Non mais c'est bien, ça fait le lien. Donc du coup tu disais que entre tes différentes périodes d'activité sportive, tu as quand même greffé des études artistiques Ouais, dedans. Hmm. ouais. J'ai eu ce besoin, ouais. Hmm. Ça s'est pas très bien passé ma fin de carrière en volley et je sentais que j'avais effectivement besoin d'aller peut-être plus vers les arts, chose que je m'autorisais pas. Et puis c'était il y a quand même pas mal d'années et c'était encore réservé. Enfin, j'envisageais même pas d'être artiste. Je me disais, je vais être prof d'art plastique. Il n'y avait pas de, surtout, enfin, dans la peinture, c'était même pas un rêve à atteindre en fait. Je sais pas comment dire. Oui, j'avais envie d'étudier les arts, donc j'ai découvert l'histoire de l'art. J'ai appris à écrire. En fait, je prenais des cours du soir quand j'étais à la fac pour faire des dissertes. Et c'est là où j'ai commencé à, à mieux écrire, à mieux poser mes idées sur papier. Et, et ensuite, j'ai repris effectivement une carrière de haut niveau dans le beach volley. Et effectivement, j'étais assez élitiste, j'allais dire. Je me soigne actuellement, mais, mais c'est vrai que quand j'entreprenais quelque chose, je voulais le faire à fond et je laissais pas trop de place à autre chose. Hmm. Ok.
Donc déjà là, on a une vision un peu de la palette de couleurs de ta vie déjà. Donc le sport, les arts et l'aspect thérapeutique. Du coup, comment est-ce que t'en es venu à vouloir devenir art thérapeute? Ça m'est plutôt tombé dessus. J'ai jamais souhaité être thérapeute, mais il y a 7 ans, ouais, il y a 7 ans maintenant, j'ai traversé l'épreuve d'un cancer. Et, et, alors pour peut-être mieux raconter cette période-là, avant de déclarer ce cancer, ça faisait 10 ans que je sentais que j'avais quelque chose à jouer dans la peinture abstraite, mais et j'arrivais pas à y aller. J'attendais le bon moment. J'avais peur sans doute, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, je m'imaginais face à une toile blanche, et pourtant je voyais de l'abstrait dans les musées, mais moi, voilà, je savais pas du tout par où et comment m'y prendre. Et donc ça faisait 10 ans, c'est long quand même, 10 ans que ça tournait un peu en boucle en moi. Et donc est arrivé ce cancer, et en fait pendant le cancer, euh, on va dire que ma peinture abstraite a jailli. Et j'ai fait une première toile, puis une deuxième, puis 12 qui ont raconté ces moments, en fait, les épreuves qu'on a pendant la maladie. Et, et c'est et là pour répondre à ta question, c'est après en fait, après cette épreuve, et mon entourage me disait mais tu es art thérapeute. Et au départ, je leur disais bah non non, j'ai su m'accompagner moi pendant la maladie, mais c'est encore tout un autre chemin d'accompagner l'autre. Et puis en fait, à force qu'on me le dise, j'ai lu des livres, je me suis dit, ah tiens, il y a quand même effectivement des choses. Et puis j'ai tenté avec mes proches. Et effectivement, sur le terrain, enfin, en pratique, j'ai senti que effectivement, j'avais aussi quelque chose à jouer là-dedans. Et, et j'ai testé un peu pendant quelques mois. Et puis pour enfin passer un diplôme reconnu d'État, ouais, pour pouvoir pratiquer en institut ou en libéral en tant qu'art thérapeute. Super. Pour les personnes qui seraient intéressées, est-ce que tu peux nous dire si la formation t'a satisfaite, laquelle c'était? Alors j'ai choisi la filière avec Ok. Profac. C'est une école qui a une approche de l'art thérapie contemporaine. Euh, C'était pas forcément ça pour laquelle j'étais attirée, c'était plus qu'ils avaient une approche psychanalytique, chose que moi je n'avais pas. J'avais toutes les formations artistiques, et j'avais moi mon vécu de terrain avec les gens que j'accompagnais, mais je parlais de libération émotionnelle via la peinture. J'employais pas le terme d'art thérapie. Et donc, et aussi, je pouvais faire cette formation à distance, parce que à l'époque, je travaille toujours, mais je veux dire, voilà, je travaillais, et j'avais pas l'envie, l'énergie, l'argent pour partir, voilà, ces 3 ans la formation. J'ai pu Tu moi la étais vérité. sportive encore à l'époque? Non, non, mais ça c'était il y a pas si longtemps que j'ai passé mon diplôme. C'était pendant le confinement. Juste avant le confinement, je m'inscrivais. Donc au final, le confinement, je l'ai passé à bosser et à travailler quand on pouvait reprendre le travail. Hmm. Euh, ouais. Ok. Et donc du coup, ce que je comprends, c'est que donc cette maladie, ce cancer que tu as vécu, t'a fait en fait prendre une autre direction, d'où le titre que j'avais mis pour aujourd'hui pour le live, qui était devenir artiste grâce à la résilience. Mm. On en a parlé en off. La formulation aurait été peut-être plus correcte en disant s'assumer, s'affirmer en tant qu'artiste grâce à la résilience. Mhm. C'est-à-dire comment oser Autoriser. prendre sa place, en Mhm. fait, Mhm. finalement. Est-ce que tu Ouais. veux nous raconter un petit peu ce passage justement
de la vie de sportif de haut niveau à la vie d'artiste et d'art thérapeute? Euh, En fait, elle s'est pas faite aussi radicale que ça. Euh, J'avais arrêté ma carrière de haut niveau quelques années avant. Euh, Par contre, ce que je peux dire sur ces moments-là qui ont un fort lien, c'est que quand j'étais sportive de haut niveau, mon corps était mon outil de travail. Et, et en fait, j'ai essayé d'optimiser pour atteindre une performance la plus grande possible. Alors que pendant le cancer, mon corps a été mon objectif. Voilà, c'était la survie pour rester en vie, continuer de vivre. Et si tu veux, pour moi, ça a été radical. Euh, la flèche, elle s'est vraiment inversée. Au lieu d'être vers la médaille, ben, la médaille, elle était là. Et, et- mais par contre, tout n'était pas à jeter. Toutes ces recherches que j'avais faites durant ma carrière de haut niveau, toute cette écoute aussi de mon corps, parce que tu es, tout le temps avec toi-même, tous les jours, à être dans cette performance. Ben, tout ce que j'avais fait là, et aussi la gestion du stress, etc., a fait que pendant le cancer, effectivement, j'avais plein de cartes à sortir et à jouer pour gagner cette partie, quoi. Mais maintenant, effectivement, je suis plus dans une écoute douce avec moi-même. Alors que quand tu es sportif de haut niveau, c'est rien sauf doux. Enfin, c'est tout sauf doux. C'est tout l'inverse. Alors depuis tout à l'heure, on parle de sport de haut niveau, mais on n'a pas dit quel sport. Est-ce que tu veux nous en parler et quelle a été l'expérience pour toi en tant que sportif de haut niveau? Qu'est-ce que ça veut dire en fait être sportif de haut niveau? Alors, j'ai fait d'abord du volleyball euh, et j'ai été très vite sélectionnée en équipe de France, cadette, junior et senior. Euh, j'ai eu la chance d'aller jouer au Brésil, dans un club et en Allemagne aussi. Donc ça a été 2 années très enrichissantes, sachant que le Brésil, j'avais à peine 20 ans. Euh, et, et ensuite, j'ai dû avoir 2 ou 3 années où j'ai joué à moindre niveau. Et puis j'ai changé de carrière, je suis passée en beach volley et j'ai intégré l'équipe de France aussi pendant quelques années. Où voilà, alors j'ai oui, j'ai remporté quelques médailles et euh, j'ai raté d'une place les JO de Pékin en 2008. Donc ça a été incroyable effectivement de vivre à travers ces sports-là et d'être dans l'élite française et tenter de rayonner au niveau mondial. Avec les petits moyens qu'on avait, hein, parce que voilà, je suis une femme et je faisais du beach volley et non voilà, du foot, du rugby, donc c'était pas évident d'avoir des sponsors. Euh, et pour moi, être sportif de haut niveau, c'est comment dire, c'est pas qu'un métier, enfin c'est plus qu'un métier, c'est tu voues ta vie. En fait, tout tourne autour de ça. Tu es euh, tout est, enfin comment dire, ton métier passe passe avant tout. Les fêtes de famille, le petit copain. J'avais un petit copain à l'époque, mais bon, il le savait. Hein, voilà, c'était la compétition, la recherche de points, et donc ces voyages. Et oui, pour moi, être sportif de niveau, c'est être quelqu'un de très investi, très endurant, qui sait se relever d'échecs et de blessures, parce que ça, il y en a tous les 2 jours.
Donc c'est quelqu'un qui va avoir aussi un mental qui fait que euh, qu'on croit toujours à, enfin qu'on croit toujours en ses objectifs, quoi. Avoir cette croyance et puis cette motivation pour continuer de s'entraîner, de se faire mal, de rien n'est acquis, tout se gagne et puis c'est des grosses remises en question parce que des fois tu as l'impression d'avoir bien fait, de tout bien fait et puis le jour J tu n'arrives à rien et et t'es en Chine et tu joues un match, tu perds et tu rentres chez toi. Enfin, c'est beaucoup d'investissement euh, pour assez souvent en fait des échecs et de temps en temps euh, des victoires. Tu remportes des matchs, tu remportes des tournois, tu montes sur la première marche du podium avec la Marseillaise et la médaille au cou. Et dans ces moments-là, ben, tu oublies tout le reste. Tu oublies tous ces moments de labeur, de blessure, de douleur. Ouais. Ah, de ce que je comprends, c'est un sacré ascenseur émotionnel quand même, hein. Ouais, totalement. Du coup, tu Totalement. as dû apprendre à gérer, enfin, accueillir tes émotions et les fluctuations d'état d'âme et de ressenti dans le corps aussi grâce à ça, j'imagine. Ouais, t'es obligé. Enfin, moi, en tout cas, on n'en parlait pas d'hypersensibilité, mais maintenant, c'est plus courant hein, d'en parler. Mais je pense que j'étais une grande hypersensible et je me suis mise dans le sport de haut niveau. Donc, c'était bien compliqué pour moi émotionnellement, effectivement, d'être stable. Je mangeais très peu pendant les tournois, je dormais peu. Donc, en fait, je rentrais de tournoi, j'étais épuisée, mais il fallait enchaîner. Et, et presque, en fait, maintenant, avec le recul et avec toute cette recherche que j'ai fait aussi sur moi au fil des années, je dirais que, en fait, tu te coupes de toi-même. Tu deviens sur le terrain ou pour éviter cette pression, ce stress, tu deviens le robot de toi-même. Tu t'échappes et tu te mets vraiment dans une bulle pour simplement essayer de rester au présent et de faire voilà, ce que tu sais faire. Ok, et donc du coup, comment est-ce que c'est venu dans ta vie le désir de devenir artiste peintre professionnel et comment est-ce que ce que tu as vécu avant t'a donné l'impulsion de te lancer? C'est le jour où j'ai accepté. Non, c'est pas, j'allais dire un truc un peu fort, mais j'allais dire, c'est le jour où j'ai accepté de mourir pendant ce cancer. Donc c'est un peu une phrase choc, mais je me suis dit, bah, si je meurs demain, je veux mourir artiste. Et en fait, grâce à ce cancer, ça m'a fait tomber tous ces verrous en fait que je m'étais moi-même posés. Et, et mais c'est pas parce que tu le décides que tu le deviens. Après, il s'ensuit toute une phase de travail, de recherche pour comprendre qu'est-ce que j'ai à dire au monde. C'est quoi mon message, qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant qu'artiste. Euh, donc, mais bon, voilà, pas après pas, une chose après l'autre, j'ai entrepris d'avoir un atelier. Euh, et puis de me mettre au travail, de peindre. Alors pendant la maladie, j'allais dire c'était facile de peindre parce que des thèmes, j'en avais en veux-tu, en voilà, et puis ça sortait tout seul. C'était vraiment une peinture très viscérale. Mais c'est vrai qu'après la maladie, quand la vie reprend son chemin, je me disais bah maintenant qu'est-ce que je vais peindre? Hmm. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, se mettre au travail, peindre, avancer, euh, échanger avec les autres. Et au fil des expériences, donc maintenant ça fait 6 ans
Ça fait 6 ans que je me suis mis sur cette route et, et ça y est, je sens tout ce, comment dire, ça fait un peu l'entonnoir. Euh, Mes idées, mes recherches, ça y est, j'arrive aussi mieux à en parler. Et, Alors comment est-ce que... Pardon, non, vas-y. j'allais dire, et puis demain, j'en parlerai autrement. C'est ça Hmm. qui fait la beauté du chemin. C'est qu'aujourd'hui, je vais te raconter ma démarche, mais dans 6 mois ou dans 2 ans, elle aura encore évolué. Ouais, ça évolue avec toi. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu veux nous parler de ta démarche actuelle, telle que tu la ressens comme étant juste aujourd'hui pour toi? Euh, Ma démarche, du coup, elle se positionne autour du mouvement du corps, justement. Et je l'apprendrai à personne, mais le mouvement, c'est la vie. Euh, Ouh, on a besoin de l'entendre encore et encore, je crois. ah oui, Les bon, gens alors, très mentaux comme moi, là. je redis, le mouvement, c'est la vie. Non, mais en fait, dans ma démarche, c'est d'essayer d'inviter l'autre, le spectateur, euh, à, euh, à être ou à rester en mouvement permanent, que ce soit physique ou psychique. Et là, actuellement, dans ce que je travaille, sur les dernières toiles que j'ai fait, c'était trouver ce juste équilibre entre corps et esprit. Parce que si j'ai eu une phase où c'était simplement le corps qui parlait et, et le corps, si tu le laisses aller, il va dans tous les sens, comme un petit chiot un peu fou. Et puis, de temps en temps, j'ai peint qu'avec ma tête. Donc, la tête, elle peut aussi vachement te rigidifier. Soit parce que tu es aussi dans une forte émotion comme la peur, la colère, ou oui, quand on est trop dans notre mental, on est plus en boucle que à être en action ou en mouvement. Et donc actuellement, voilà, c'est trouver ce juste équilibre entre le corps et le mental. Et ce que j'ai créé avec ce concept de danser les murs, euh, ça affine encore plus ma démarche. Ça prend corps, tu vois, dans le corps des danseurs qui me rejoignent sur les murs. Euh, et c'est une vraie performance qui va, d'une façon poétique, inviter le spectateur justement à être en mouvement physique et avec cette poésie que dégagent les danseurs, que peut dégager ma couleur sur les murs et cette alchimie en fait entre nous. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu plus ce que c'est danser les murs et où est-ce qu'on peut le voir et pourquoi peindre sur les murs? Je vais commencer par peindre sur les murs, si tu veux bien. J'ai eu ce besoin de peindre sur les murs il y a 3 ans maintenant, 3 4 ans. Euh, je travaillais sur toile, on va dire, comme un artiste peintre, on va dire classique, formation classique. Mais je faisais déjà des grands formats et puis je sentais que j'avais ce besoin d'ouvrir, d'agrandir, mais faute de moyens, faute de place dans mon atelier aussi, hein, quand tu travailles des très grands formats, il faut pouvoir les stocker. Voilà, j'arrivais pas à passer en fait le format du 50-60 G, enfin bref. Et, et j'avais mes deux copines d'atelier qui, elles, faisaient des fresques et ça me titillait. Je me disais, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien peindre un peu sur les murs. Et puis, bon, l'univers a dû m'entendre. J'ai eu une proposition sur le mur du marché de Cabreton grâce à une amie, Stéphanie Barnex, qui est présidente de Cap en Rose. C'est une association
de lutte contre enfin de prévention hein, contre le cancer du sein qui prévient par le sport. Et on s'était rencontrés sur une conférence qu'on avait donnée toutes les deux, justement, dans le cadre d'Octobre Rose. Et elle m'appelle, elle me dit, bah, j'ai un mur, on a envie de faire une fresque pour la course, et on aimerait que ce soit toi. Et je me suis dit, mais c'est ouais, génial, c'est parfait. Et depuis, chaque année, je crée une nouvelle fresque sur le mur du marché de Cabreton. Donc c'était là où c'était mon premier mur. Donc là, je dois être à la 4e édition. Et depuis, en fait, j'ai pas arrêté. Je dois être à plus de 50 murs maintenant. Et, et dès que j'ai fait des murs, j'ai senti que j'avais envie d'avoir des danseurs devant les murs. Je peux pas te l'expliquer, mais Le c'était une envie. mouvement, le Ouais, mouvement. mais maintenant, je peux plus en parler en disant, mais oui, c'est Ouais. évident. Ma recherche est autour du mouvement. J'essaie de faire parler mon corps et de laisser rayonner cette espèce de couleur, de lumière qu'on a tous en soi. Et donc ben maintenant, j'organise même des événements, je fais venir les danseurs et on crée quelque chose ensemble. Mais à l'époque, c'était juste une envie. Donc, suivez vos envies. C'est important. Envie et intuition, si elles sont là, c'est qu'il y a quelque chose à vivre avec. Mm. Et, et voilà, en gros, tout en continuant de travailler, de cheminer. Et, voilà, quelques années après, j'ai créé ce concept Danser les murs où les artistes, en fait, en scène, même si c'est pas du tout encore, disons que on a créé un premier événement là en septembre dernier d'une façon officielle. Avant, il y avait eu deux, trois essais de façon officieuse. Euh, je sais plus, tiens, ce que je disais. Je me suis perdue. Bah, tu parlais de danser les murs, de l'organisation des choses, Oui, du danser. projet, comment faire venir les danseurs et tout. Oui, que en gros, effectivement, ce concept, il est que je crée un mur sur 12 heures, voilà, en une journée, et qu'au fil de la journée, des artistes me rejoignent sur la création du mur. Et là, effectivement, j'ai eu la chance de faire venir deux danseurs du ballet malandin de Biarritz pendant une heure. Euh, et effectivement, ils prennent part en fait à la création du mur. Et pour moi, c'était ça. C'est ce concept, il est créer un moment gratuit pour le spectateur, mais autour de la danse, la musique, la peinture, tout ça en live et en performance intuitive. C'est super. Mm. J'ai moi aussi dansé devant ce mur quand Ouais, je suis passée devant. Alors, il est parfait. où déjà? Il est sur la digue de Boucau, Dans les Landes. dans les Landes, ouais. Tout proche de Donc, Bayonne, juste après le pont rouge là. allez-y si vous pouvez, filmez-vous en train de danser devant comme je l'ai fait. Franchement, c'est fun et il faut oublier le regard des autres dans ces cas-là, parce que au contraire, ça peut les motiver à rentrer dans le mouvement aussi. Donc, n'ayons pas peur d'oser, encore une fois. Exactement. Autorisez-vous. Hmm. Ok, et du coup, bon, c'est un peu un secret de fabrique, mais est-ce que tu veux nous expliquer comment on en vient à peindre des murs, à part quand c'est le bouche à oreille et qu'on pense à toi, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peint des murs? Est-ce que tu veux nous parler aussi de ces plaques de bois euh, sur lesquelles tu as peint, là où tu as osé prendre ta place finalement encore plus dans l'espace public? Pour moi, peindre des murs, il y a quelque chose de très intime avec l'existant, avec la maison, avec, tu vois, cette notion d'habitat, de mur qui nous abrite et et avec qui on vit en fait, que ce soit dehors ou dedans. Euh, donc
c'est une ouais, intimité, je trouve que c'est un joli mot. Et c'est vrai que quand j'arrive sur un mur ou dans une maison, j'ai toujours besoin de prendre du temps et d'être à l'écoute bien sûr de la personne qui me commande le projet, mais aussi de prendre ce temps dans le lieu d'écouter euh, les énergies. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est simplement prendre ce temps-là en fait. Et c'est sans doute pour ça que je ne fais pas de croquis. J'ai besoin de créer, je crée en conscience en fait euh, par rapport à ce qui est là. Souvent, euh, souvent j'arrive sur les projets, il se peut que j'ai déjà une idée en tête, mais que le mur lui-même ne m'autorise pas à faire ce que j'avais en tête. Et je m'acharne pas. Petit à petit, je sens que je n'y arrive pas ou que mes gestes sont raides et, et j'essaie plutôt ouais, d'être à l'écoute du mur et de travailler avec lui que imposer ma patte. Du coup, ça laisse une grande liberté au final et une grande diversité dans ce que je peux proposer. Super. Et du coup, donc là, on parlait des murs, donc tu peins aussi sur des toiles, tu peins aussi sur des grands formats de papier. C'est quoi ton format préféré? S'il Euh, y en a un. je pense que le mur, pour moi, ça, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, cette notion d'habitat, elle est, ou de mur hein, dans la rue, il y a quelque chose de sacré en fait. Et pour la toile, je dirais, plus c'est grand, plus ça me plaît. Je pense que j'ai pas encore. Là, je suis passée à faire des toiles d'1,30 m par 1,60 m ou 1,70 m. Bon, bientôt, je vais encore agrandir. Je pense que j'aimerais faire ouais, du 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Bon, comme on en parlait tout à l'heure, il faut avoir la place de les exposer, de les ranger, de les déplacer. Euh, et je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à peindre, et notamment dans la rue. Je tiens à remercier un artiste bayonnais, Phil 4, qui m'a tendu la main pour m'amener dans Bayonne à peindre une palissade. On appelle ça les palissades, les espaces en bois. Et grâce à lui, en fait, je suis rentrée dans ce petit monde-là. Et, euh, et effectivement, petit à petit, j'ai pu aller faire une fresque seule, et puis deux. Et puis cet été, j'ai fait le mur de Bayonne, organisé par Cachou, la galerie. Euh, donc ça, voilà. Comme quoi, des fois, une main tendue, faut aussi savoir la saisir. Ça, ça m'a permis de continuer à, je sais pas, ouais, faire sortir mes ailes et à m'autoriser, prendre ma place en tant que femme dans le street art. Euh, c'est vrai qu'avant cette proposition, j'avais jamais peint dans la rue, même si ce sont des endroits tolérés, hein, les palissades, mais j'avais jamais peint sans que ce soit une commande par un particulier ou une ville. Là, d'aller peindre comme ça sur une impulsion en se disant tiens, il y a une palissade là, j'y vais. Voilà. Mm. Donc, merci Lou. Ouais, merci Phil 4 qui sera tagué peut-être en commentaire pour qu'ils viennent voir l'échange. Euh, du coup, concernant les toiles, donc on peut les voir à ton atelier Ouais, qui est situé donc à Jacquinola, à Yakinola.
Ça Jakinola. dépend des prononciations. Ouais, voilà. Donc Jakinola, pareil, on taguera en commentaire, qui donc accueille ton atelier depuis quelques mois maintenant. Et donc j'en profite pour dire que tu as ton vernissage ce soir et va y avoir un concert, peut-être même des projections d'images si j'ai bien saisi. On croise les doigts. Hier, marché. Hier, ça marchait, puis ça marchait plus. Et on verra ce soir. Donc voilà, moi j'y serai, donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans le coin à venir nous faire un coucou et puis à découvrir les œuvres de Mylène sur place, voilà, et pouvoir en discuter avec elle. Donc oui, il y a beaucoup de toiles la dernière fois que je suis passée qui sont là, qui sont disponibles pour venir être accrochés chez les habitants. Quelle est pour toi quelles sont pour toi les choses à mettre en place pour faire vivre ces toiles? Euh, les choses à mettre en place pour vivre. J'ai Pour pas. les faire vivre, est-ce que du coup tu fais venir les gens à l'atelier pour les voir ou est-ce que tu cherches à exposer Ah, ou... alors, j'ai jamais tapé chez les galeries. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai fait très peu d'expos. Euh, je pense que d'une façon inconsciente, j'étais vraiment en phase de recherche et de travail. Euh, et je le suis toujours, mais je sens que je suis dans une phase où j'ai envie de montrer maintenant mon travail au fil du temps. Euh, donc, faire vivre mes toiles, on va dire que c'est sans doute un travail que j'ai à mener dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Euh, pour Effectivement, pour moi, la peinture, c'est quelque chose, c'est une circulation aussi d'énergie. Ça m'ennuie que ça stagne dans mon atelier. Euh, et je suis vraiment ravie et touchée quand il y a une de mes toiles qui part dans le logis de quelqu'un ou le bureau. Des fois, ça arrive aussi pour aller dans des bureaux, des offices. Euh, mais ouais, effectivement, ce soir, ça va être l'opportunité de voir mes toutes dernières toiles. Et après, oui, en m'écrivant sur Instagram, où on peut prendre rendez-vous et venir visiter l'atelier en dehors des événements publics comme il y aura ce soir. Ouais. Et donc, s'il y a des galeristes ou autres personnes qui exposent des œuvres, qui ont des espaces pour exposer, sentez-vous libre de contacter Mylène. Voilà, exactement. Ok. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu d'une une des toiles, par exemple, que tu as peinte et que tu exposeras ce soir? Quel est le processus créatif? Comment tu l'as réalisé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu peins? Bah, tout et rien, j'allais dire. Là, dernièrement, enfin, j'aime beaucoup travailler en musique. Mm. Du coup, je me laisse, on va dire, transporter un peu par les musiques qui passent, celles voilà, qui vont passer sur mon téléphone. Euh, mais c'est plus un appel soit de la couleur ou de la forme. J'ai pas d'intention première en me disant, tiens, là, je vais parler de telle chose ou telle chose. Je me laisse vraiment comme traversée par quelque chose et il y a une création qui se fait. Il arrive souvent que le titre soit le titre d'une chanson que j'ai écoutée à ce moment-là, ou tu vois. Avant, j'y mettais beaucoup plus de poids, voilà, le titre, hein, qu'est-ce que j'ai voulu raconter, voilà mon histoire. Maintenant, c'est beaucoup plus léger. Je pense que c'est comme si j'avais accepté que, voilà, je peins. Et il sort des couleurs de moi et des formes. Euh, Là, les toutes dernières peintures que j'ai faites, elles sont
nourries et enrichies effectivement de tous ces murs et de tout ce travail que j'ai accompli depuis des années. Et, et elles ont peut-être il y en a une qui s'appelle Puzzle. Tu vois, avec des formes et des arrondis et des choses qui vont, oui, peut-être ressembler. Je sais pas si vous voyez bien. On voit un petit peu, mais c'est un peu à contre-jour. Ah ouais. Mais ouais, ouais, on voit derrière toi, ouais. Euh, ouais, bon, c'est dur à exprimer, Mm. l'abstrait. Mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas très évident. J'aide beaucoup d'artistes à écrire leur démarche justement dans ce sens parce que moi j'aime bien dire que vous, les artistes, vous êtes en fait des médiums, c'est-à-dire que vous recevez des informations dans la tête, dans le cœur, et ensuite ça vient se mélanger dans le corps, dans le ventre, et ensuite avec vos mains, vous venez les restituer dans la matière, quoi. Ça circule en fait. Mhm. Il y a encore Bah, une question de mouvement ouais. finalement. Il Comment? y a encore une question de mouvement finalement. J'avais lu un bouquin il y a des années qui parlait, je crois que c'était Libérer votre créativité. Tu dois le connaître, ce livre. Oui, Et, et à un moment, elle parlait que de se mettre en canal. Moi, c'était là, je crois, la première fois que j'entendais ce mot. Donc, j'imaginais être un tube et de laisser circuler. Alors maintenant, avec voilà, quelques années de pratique et puis d'ouverture à l'intuition, etc., je comprends mieux cette notion de canal. Mais c'est intéressant en fait. Et à la fois, comme je disais tout à l'heure, on a aussi un mental. On a des yeux, on a une expérience, et maintenant, c'est trouver ce juste équilibre en fait entre cette notion de canal, de corps et de mental et d'expérience. Et ça me plaît ou pas? Enfin, c'est pas juste j'ai les yeux flous et je laisse passer les choses, quoi. comment est-ce que tu sais quand une toile est finie? Un mur ou autre? Ah, ça, c'est bonne question. L'abstrait, ça se finit pas, ça Ah, s'abandonne. la punchline, j'adore. Elle n'est pas de moi, j'aimerais bien, mais Elle est de elle est d'un qui, tu peintre sais? espagnol. Ah. Non, j'étais allée voir une conférence sur Zigor, Mhm. un artiste basque, et lui-même parlait d'un artiste espagnol non figuratif, comme il le disait, qui parlait voilà, de son travail et qui disait une toile abstraite, ça ne se finit pas, ça s'abandonne. J'ai trouvé ça génial parce que c'est très compliqué en fait de se dire en fait tu es ton propre juge et ton propre voilà. C'est pas comme quand tu crées un paysage et à un moment donné tu dis ah là c'est nickel, ça ressemble tellement bien. L'abstrait, tu mets 2 couleurs, 10 couleurs, 100 couleurs, tu fais des retouches, tu y reviens ou pas. C'est tout un travail de recherche en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est pour moi c'est aussi le miroir avec toi-même. Est-ce que tu oses être dans la légèreté, la simplicité, l'amour, ou est-ce que tu as besoin de te rassurer peut-être avec euh, tu vois, c'est comme si tu te mettais des couvertures sur toi, et c'est pas mal ou bien, c'est juste que à ce moment-là, tu avais besoin de couverture. Et à un moment donné, tu les enlèves et tu dis, ben ouais, là, il y a 2 couleurs sur ma toile. Point. C'est ce qui était là et par rapport à ce moment précis de la création de la toile, c'est ce que j'avais besoin d'exprimer. On discutait avec un client hier de la peur de laisser partir les œuvres en fait. Et il a réussi à identifier ça chez lui. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, la phrase ça s'abandonne. J'ai l'impression un sentiment d'abandon aussi d'une partie de soi en fait quand on laisse partir une œuvre qu'on a créée, surtout si c'est de l'abstrait, j'imagine, où finalement on cherche pas
à faire une représentation de quelque chose de figuratif, donc, mais que c'est viscéral et que ça vient de vous, quoi. Ouais, ouais, au début, c'était très dur, assez dur pour moi, je dirais, de me séparer de toiles, et notamment de certaines, parce qu'il y en a avec qui tu as plus un crush qu'avec d'autres. Ça aussi, tu vois, petit à petit, j'ai su m'en détacher, et puis j'allais dire, j'ai des toiles que j'ai réalisées il y a quelques années, qui sont toujours là, et pour lesquelles je me disais, oh, celle-là, je pourrais jamais la vendre. Euh, et il y en a encore quelques-unes que j'ai. Et hier, je me posais la question justement. Il y en a une à l'expo pour ce soir, et je me suis dit, ok, je la mets à vendre, et si quelqu'un la vend, oh, qu'est-ce que ça va me faire? Mais c'est le jeu. Comme je disais tout à l'heure, avec les années, on apprend à se détacher et en fait, je me sens pas, comment dire, c'est pas c'est pas comme si j'avais une mission, mais je veux dire, notre travail d'artiste, c'est de retranscrire un peu le monde à travers soi et puis d'avancer. Pour moi, c'est être chercheur. Euh, bon, ben, quand un chercheur fait une trouvaille, il va pas la garder pour lui, sinon aucun intérêt. Ben, c'est aussi un peu ça, quoi, faire des toiles et puis permettre que ouais, ça se détache de toi. Je crois que c'est quand on fait un enfant, ça devrait être la priorité, quoi, que l'enfant soit lui apprendre à être autonome et devenir et aller sur son chemin, quoi. C'est pas garder ses enfants comme la maman poule avec ses poussins. Bah, c'est peut-être un peu pareil avec les toiles. C'est bon, voilà. Le chemin de cette toile, ça sera dans cette maison ou dans ce musée, j'en sais rien. Ouais, puis c'est beau aussi, du coup, ça lui donne une sorte de seconde vie, hein. C'est Ouais. comme ce que je disais, faire vivre l'étoile, c'est, voilà, tu vas venir mettre une partie de toi chez les gens, et ça, c'est Hmm. beau, ou dans l'espace public, en l'occurrence. Et quelque chose que je peux rajouter là-dessus aussi, trouver le juste prix euh, entre ce qu'il y a sur le marché, ce qui existe sur le marché de l'art, et vos peurs à vous, quel est le juste prix en fait, celui qui va résonner, ok, à ce prix-là, c'est ok que ça parte parce que je respecte mon temps de travail, je respecte mes tripes et j'adopte les codes du marché de l'art aussi. Ouais, alors ça, c'est tout un sujet aussi. Hmm. Mais sur lequel j'ai su m'assouplir, je dirais. Alors peut-être qu'on n'aura pas le même avis, hein, mais c'est bien d'avoir des avis divergents. Au démarrage, j'avais un certain tarif, et je crois que ça se fait quasiment pas, mais j'ai baissé mes tarifs au fil des années. Parce que tu vois, j'étais vraiment dans cette démarche que ça circule, que mon art circule, que mes couleurs circulent. Et que pour l'instant, j'ai sans doute pas un entourage ou des clients qui ont les moyens d'acheter à la hauteur des prix que je proposais. Et je préférais que ça circule que moi de m'entasser avec mes toiles et ça en devient des croûtes. Enfin, tu vois, c'était pas du tout dans l'énergie que j'avais envie de- d'avoir et d'être. Et du coup, c'est vrai que cette notion de prix, pour moi, elle est à la fois importante parce qu'effectivement, c'est ce qui nous permet d'en vivre. Et c'est génial de se dire qu'on vit de son art. Mais, euh, mais je suis plus dans une espèce d'expérimentation autour du prix. Et dans quelques temps, si je suis reconnue en dehors du BAB, euh, et que je commence à être entourée, voilà, par des galeristes ou que je commence à être cotée, là, en fait, le prix ne m'appartient plus. Tu vois, ça va être c'est l'histoire de l'art qui va créer mes prix. Euh, donc, je me suis détendue par rapport à ça.
Ouais, Mm. je sais pas si c'est clair ce que je raconte, Si, mais si, si, si. Mais on en reparlera à l'occasion en privé. Et s'il y a des personnes qui ont envie d'en discuter avec moi aussi, avec plaisir, vous pouvez me contacter. Euh, Vu qu'il nous reste que 5 minutes ouais. et qu'on a une question et que j'en ai d'autres après, j'enchaîne, mais au plaisir d'en rediscuter. La question c'était comment as-tu pu accéder à la commande? Réponds-tu à des appels d'offres ou 1%? Comment excuse-moi, je lisais, j'essayais de voir la question, mais excuse-moi, Comment comment? as-tu pu accéder à la commande? Tu sais, Ah, quand tu as dit que tu avais eu des commandes. alors, j'ai fait des appels d'offres qui ont toujours été refusés. Enfin, j'ai jamais eu un oui pour un appel d'offres. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir tout donné dans les dossiers, mais voilà. Euh, et en fait, la commande, j'ai eu la chance de répondre à des commandes, bah, soit de mon réseau, soit le réseau du réseau. Et, et, et puis ensuite, je pense que j'ai bien su surfer sur les réseaux sociaux, hein, avec Instagram. Je l'ai vraiment, je l'ai pas pris comme une contrainte, mais au contraire, même si c'est beaucoup, beaucoup de travail, quand je m'y mets, même si je suis très en retard, mais quand je m'y mets, je prends beaucoup de plaisir à créer les vidéos, créer des vidéos, créer des contenus. Euh, Parce que pour moi, franchement, c'est une chance d'avoir ces réseaux sociaux qui sont gratuits. Enfin, même s'il y a des pubs, mais je veux dire, on n'a pas Mm. à payer. Et ça ouvre un public auquel on n'aurait pas forcément accès justement dans notre réseau proche. Et du coup, j'ai eu aussi des commandes grâce aux réseaux sociaux Super. pour Voilà. l'instant. Ça Voilà. Et puis, confirme ce qu'on disait en introduction par rapport au fait de d'oser prendre sa place, notamment sur les réseaux sociaux, quoi. ouais, ouais. Ne Ouais. pas avoir peur d'en faire trop. Ça, c'est quelque chose aussi que je travaille souvent en rendez-vous avec mes clients. C'est euh, peur d'être dans la répétition, de saouler les gens. Mais en fait, non, il y a tellement d'informations que vous n'allez pas saouler les gens. Vous montrez, c'est tout. Euh, Du coup, juste petite parenthèse par rapport aux appels d'offres et aux 1% notamment. Il y a donc, j'étais tombée dessus, le site de la Fédération de l'art urbain qui explique comment ça se passe. Donc, je vous invite à aller le lire si vous ne connaissez pas ce que c'est le 1% artistique, donc qui détaille tout ça. Et donc, vous pouvez également aller voir les appels à candidature qui se trouvent sur le site du ministère de la Culture et le site de la FRAP, FR2AP. Donc ça, c'est pour les arts urbains. Mais sur le ministère de la Culture, vous aurez pour tous les arts visuels. Voilà la petite parenthèse pour ça. Du coup, pour les 2 dernières minutes qui nous restent, est-ce que tu as envie de nous parler de tes souhaits pour l'avenir et peut-être voilà, des précisions sur la soirée de ce soir aussi, si tu as envie d'en reparler. Alors, mes souhaits pour l'avenir, tu vas rigoler parce que, et j'en parle à mon réseau depuis quelques mois, c'est d'aller peindre des murs aux États-Unis. On en a déjà parlé, je me rappelle. Ah. Mais voilà, j'en rigole parce que je dis, voilà, j'ai envie d'aller en Californie ou peu importe, enfin aux États-Unis pour peindre effectivement des fresques. Euh, mais, mais en fait, ma démarche, elle est même au niveau mondial. J'aimerais reproduire ce que j'ai vécu dans le sport de haut niveau, à voyager partout dans le monde et si je pouvais avoir un mur dans chaque pays, ce serait incroyable. Alors c'est un peu trop grand, hein, enfin un peu fou, quoi. Mais un peu dans cette idée de effectivement revoyager grâce à l'art et, et pourquoi pas, tu vois, avec cette notion de ce concept de danser les murs, bah, de faire circuler cette notion de mouvement et de poésie et d'amour, en fait, bah, pas se le garder pour soi, mais essayer de l'expatrier
voilà, au reste du monde. Donc ça serait vraiment, enfin c'est un objectif effectivement que j'espère atteindre, même s'il n'y a rien qui est vraiment concret, hein, pour l'instant, mais c'est une aspiration que j'ai, voilà, de revoyager grâce à la peinture. Et puis c'est dans cette idée de pluri discipline culturelle, tous ces partages, ces mélanges qu'on peut faire qui sont incroyables et qui nous constituent en fait. C'est simplement de laisser circuler tout ça à l'extérieur alors on en est à l'intérieur, on est constitué de tout ça. Mm. Et pour ce soir, ben voilà, de venir faire la fête avec nous. C'est à la fois Jacques Inola, Conquistador, et moi-même voilà, qui inaugurons ce lieu au 69 boulevard Alsace-Lorraine à Bayonne, et où j'ai la chance voilà, d'avoir mon atelier, et j'en profite donc pour faire un vernissage. Donc, ça va être Ben, très sympa, festif, sur un groupe de musique, la main courante. Euh, voilà. génial. J'ai une idée qui me vient, mais si jamais voilà, vous en avez d'autres qui vous viennent pour aider Mylène à aller peindre des murs dans tous les pays du monde, ça vaut peut-être le coup d'aller consulter auprès des ambassades et des consulats français à l'étranger ou des Mmh, choses comme ça, tu vois. ouais. Je pensais à un autre mot que je trouve pas, du coup, j'étais en train de chercher sur Google. Je fais ça à chaque fois que je trouve pas ce que je cherche, mais il y a peut-être des choses Mmh. à explorer de ce côté-là. Qui sait? Voilà, la discussion est ouverte. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, un dernier conseil ou un avis à donner sur, par rapport à ton parcours avant qu'on se quitte? Grand Mileshker. Des Euh, Uchetas. à toi et à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont tendu la main, qui ont permis que de près ou de loin à ce que j'en sois là aujourd'hui. Parce que même si on s'autorise soi les choses, bah, à un moment donné, il y a toujours ce lien avec l'autre qui fait qu'on n'existe enfin, on existe grâce au regard de l'autre. Euh, dans ce lien en fait. Donc voilà, merci pour tout ça. Mhm. Merci pour ces mots, Mylène. Merci aux personnes qui ont été présentes avec nous en live. Merci aux personnes qui auront regardé en replay. Cette vidéo sera disponible sur YouTube et donc je vous communiquerai les informations sur mes réseaux et peut-être que Mylène aussi vous partagera tout ça prochainement. Donc euh, restez connectés, voilà comme on dit. Et si vous avez des suggestions d'artistes ou de professionnels des milieux artistiques, n'hésitez pas à les envoyer vers moi pour qu'on puisse faire une rencontre. Voilà. Merci Mylène, je te dis à ce soir du coup. Ouais, merci, merci Julie, à ce soir. Salut! Bye.